L'intelligence artificielle dans l'algorithme de classement. Alors, ce qui est clair, c'est que Google se voit comme une entreprise AI first. Donc, il y a eu des annonces en 2016 par le PDG, Sundar Pichai, qui a vraiment fixé un cap pour l'entreprise, c'est d'être complètement AI first. AI first, ça veut dire que l'intelligence artificielle chez Google est censée piloter, propulser l'intégralité des produits. Donc, il doit y avoir l'intelligence artificielle dans tout ce que fait Google aujourd'hui. Alors ça, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on a vu l'évolution se faire année après année, et donc on a énormément de produits de Google qui embarquent de l'intelligence artificielle. Alors, dans certains cas, on a affaire à des produits qui sont nés dans le giron de Google, donc le giron d'Alphabet, la maison mère. Dans d'autres cas, il s'agit de sociétés qui ont été rachetées, qui sont des spécialistes de l'intelligence artificielle. On a un département entier qui s'appelle Google AI, donc vous avez le logo à droite, et qui est centré sur les applications de l'intelligence artificielle. Donc leur niveau d'investissement sur ce sujet est impressionnant. Ils sont tout à fait en pointe sur un sujet spécialisé en machine learning qui est le deep learning. Alors en fait, on parle de shallow et de deep learning en fonction du nombre de couches qu'on utilise dans les réseaux de neurones. Donc, le deep learning, ça veut dire qu'on utilise effectivement beaucoup de couches et ça permet d'avoir des résultats spectaculaires. Alors, une des filiales de Google spécialisée en intelligence artificielle s'appelle donc DeepMind. Et DeepMind est à l'origine, par exemple, de logiciels tout à fait impressionnants qui savent jouer aux échecs, qui savent jouer également au Go et qui battent les meilleurs joueurs du monde aujourd'hui sans aucune difficulté. C'est aussi le type d'application qui permet de laisser des intelligences artificielles fabriquer des images. Donc, ça donne des choses assez étranges comme ce que vous avez à l'écran. Donc voilà, donc ça c'est typiquement des technologies qui ont été inventées chez Google. Il y a beaucoup de technologies liées à l'intelligence artificielle qui sont nées dans les labos de Google ces dernières années. Ça va plus loin, donc Google est aujourd'hui leader dans les services et dans les outils pour l'IA, avec des logiciels spécialisés dans les calculs d'apprentissage automatique, comme TensorFlow, mais aussi du matériel, du hardware, avec les fameuses TPU, donc qui sont des processeurs spécialisés dans le traitement de l'intelligence artificielle. Et donc, il y a une offre en plus, Cloud TPU maintenant, qui permet de créer des réseaux de machines virtuelles dans le cloud tournant avec des serveurs qui contiennent des processeurs spécialisés pour des gros projets en matière d'intelligence artificielle. Donc, ils sont incontournables. Alors, ils ont de la concurrence là-dessus. Microsoft est également présent là-dessus, Amazon également. Mais voilà, aujourd'hui, on peut considérer qu'ils sont quand même légèrement en avance sur ces sujets-là. Par contre, dans l'algorithme de classement, et ça c'est un paradoxe, dans l'algorithme de classement, eh bien, en fait, le gros du travail de la fabrication de la page de résultats se fait encore avec de très vieux outils. C'est-à-dire qu'il faut considérer que dans la plupart des cas, donc le traitement d'une requête et la fabrication de la page de résultats par le requêteur va être fait à partir d'outils qui se basent sur des technologies extrêmement anciennes. Donc là, on parle notamment du modèle vectoriel, qui date des années 70. Donc là, le système est très simple, hein, c'est-à-dire qu'on a un modèle statistique où on décide de donner des coordonnées à chaque document, qui sont calculées grâce à la mesure du poids des termes dans le document. Le poids est fait avec un petit outil de calcul qui s'appelle TF-IDF, qui tient compte
de la fréquence d'apparition du terme dans le document, ça c'est la densité de mots-clés, rapporté à la fréquence d'occurrence du terme dans la langue. Donc là, c'est le terme IDF. Donc là, ça fait un poids qui sert à mesurer donc, les coordonnées pour chaque terme. Donc, les coordonnées sont projetées après sur des axes, un axe par terme. Et ça permet de faire un calcul de similarité lexicale entre la requête et la page de résultat. Ok, bon bah ça a l'air sophistiqué, mais ça l'est pas du tout. C'était déjà dans l'AltaVista, c'était quelque chose qui était déjà présent dans les moteurs de recherche il y a une vingtaine d'années, donc une trentaine d'années. Bon, par contre, pourtant, cette méthode, elle a plein de défauts. Elle a plein de défauts qui sont connus depuis longtemps. C'est un modèle qu'on appelle en sac de mots. Alors pourquoi on appelle ça en sac de mots? C'est parce qu'en fait, on analyse les textes en prenant les mots dans n'importe quel ordre. En fait, on ne tient pas compte de l'ordre des mots, on compte simplement les occurrences des termes sans tenir compte de l'ordre, sans tenir compte du contexte dans lequel les mots apparaissent. Donc c'est juste une analyse statistique par des comptages de ce type, et ça veut dire qu'à la fin, on a des effets de bord qui sont assez nets. Par exemple, si la requête est une question, alors un document sera jugé pertinent s'il contient la question. La question, et pas la réponse. Donc là, quand on utilise un moteur de recherche pour trouver la réponse à une question, vous voyez qu'il y a un problème. Donc, c'est clairement pas un modèle qui est totalement satisfaisant, totalement performant. Je rappelle qu'il est encore utilisé pour la plupart des requêtes et pour fabriquer l'essentiel des pages de résultats aujourd'hui, en juin 2021, en juillet 2021. Et par ailleurs, il n'y a absolument aucune prise en compte du sens des termes. D'accord? Donc, on ne tient pas compte de cet aspect-là, ou très peu, de manière un peu mécanique. On va être capable de reconnaître des synonymes, on va pouvoir faire ce qu'on appelle de l'immatisation, mais c'est très très limité. Donc ça fait 20 ans qu'on cherche de meilleurs modèles de langue. Donc là, dès les années 2000, on a senti que on ne pouvait pas continuer à utiliser ces vieux modèles. Ça bloquait tout progrès dans l'amélioration de la pertinence des résultats. Alors, quand je parle de modèle de langue, je parle de quoi? Un modèle de langue, c'est un modèle statistique qui permet de décrire numériquement la distribution de séquences de termes ou de symboles. Donc, ça permet en fait typiquement de prédire quel terme a la plus grande probabilité d'apparition à côté d'un autre terme. Donc, voilà, on essaye de convertir les textes dans un modèle numérisé, digitalisé. Alors, les tentatives, il y en a eu, hein, donc, pour arriver à faire mieux. Dans les années 2000, on a eu la LDA, donc la Language Allocation, qui a permis d'identifier des topics d'appartenance. Donc ça a servi par exemple à fabriquer l'application AdSense, mais ça s'est arrêté là. Donc est-ce que c'est applicable dans l'algorithme de moteur de recherche? Directement non, indirectement oui, mais directement non. Il y a également LSI, qui fait toujours couler beaucoup d'encre dans le milieu du SEO. Là, c'était une analyse en composante principale permettant de trouver des corrélations d'ordre 2 entre les termes. Est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé par l'algorithme du moteur? Pas du tout. Donc là, si vous avez envie de lire ce que j'en pensais dès 2006, je vous ai mis le lien. Donc si vous voyez des outils qui vous disent qu'ils utilisent LSI pour arriver à trouver les mots-clés qu'il faut mettre sur une page, sachez que c'est une cuistrerie. Il y a des bougnafiers qui vont penser qu'ils utilisent déjà cette méthode dans l'outil, c'est généralement pas vrai. Et en plus, de toute façon, cette méthode ne permet pas de faire mieux que d'autres méthodes pour arriver à trouver les termes les plus appropriés à injecter dans un texte pour, disons, renforcer par exemple le texte sur une thématique donnée ou donner l'impression que le texte est une réponse plus pertinente qu'une autre, sur un moteur de recherche. Bon, bref,
là, en termes de possibilité d'intégrer ces améliorations du modèle initial dans l'algorithme, on était sur quelque chose de très insatisfaisant, donc très insuffisant. Donc voilà, donc c'était pas très brillant. L'intelligence artificielle s'est développée et donc on a eu des premières intégrations, notamment du machine learning dans Google, mais pas dans l'algorithme de classement, essentiellement dans la fabrication de filtres. Donc là, on est sur du machine learning semi-supervisé. Alors ça veut dire quoi, l'apprentissage automatique semi-supervisé? Ça veut dire qu'on demande à des humains de créer un échantillon test. Donc là, en l'occurrence, pour Panda, c'était d'arriver à identifier parmi les pages qui apparaissaient sur des requêtes, celles qui avaient une forte valeur ajoutée et celles qui avaient une faible valeur ajoutée. Donc voilà, donc, imaginez que vous avez cette situation. Chaque point représente donc une page. Les points noirs sont des données qui correspondent à des pages qui sont jugées valides par les testeurs humains. Et les points blancs sont donc des pages qu'il faut éliminer. Et là, vous avez la réalité de ce qui se passe dans ces cas-là, c'est-à-dire que on juge parfois sur des critères donc multiples et variés, et donc il n'est pas forcément très facile de trouver une façon évidente de séparer le bon grain de livret parmi les pages en utilisant donc un seul critère. Donc les courbes sont souvent comme ça. Et donc le machine learning permet d'identifier au bout d'un moment une fonction d'évaluation qui va être capable de répliquer exactement les mêmes décisions que les humains. On fait des changements dimensionnels, hein, des projections, des réductions dimensionnelles. Et au bout d'un moment, on arrive à trouver une fonction qui, à partir des critères qui sont connus du moteur de recherche, et qui va prendre les mêmes décisions que les humains. Et une fois que le système a appris à prendre les mêmes décisions que les humains, là par contre, on peut lui faire évaluer toutes les pages de la Terre, donc c'est évidemment beaucoup plus scalable. Donc voilà. Alors, cette approche à base de machine learning pour arriver à fabriquer des filtres est probablement utilisée de manière beaucoup plus étendue aujourd'hui que dans le passé. Donc, alors on a eu Penguin aussi, hein, qui a été envisagé de la même façon. Aujourd'hui, on a des calculs de score Panda et Penguin qui sont dans le cœur de l'algorithme, mais c'est toujours fait à partir de la même approche. Donc là, la différence, c'est que on n'est pas sur de la sélection binaire, on a vraiment un calcul de score de qualité par rapport aux critères de Panda ou par rapport aux critères de Penguin. Donc là, ça fait appel à d'autres types de machine learning. Et on a aussi beaucoup de mises à jour qui sont faits à partir de calculs de scores de qualité qui sont censés reproduire les données des quality raters. Donc je rappelle qu'il y a donc des dizaines de milliers d'intérimaires qui sont utilisés par Google pour évaluer les pages de résultats sur certaines requêtes, arriver à identifier sur ces pages de résultats quelles sont les pages qui doivent recevoir le meilleur score d'intérêt de qualité, et de pouvoir, grâce à ça, entraîner l'algorithme pour arriver à reproduire ces évaluations sur un beaucoup plus grand nombre de requêtes que celles qui sont testées. Donc là, vous avez un écran de l'interface de l'outil qui est donné au Quality Rater. Bon, c'est une vieille copie d'écran, hein. Ils signent des NDA qui les empêchent de diffuser des informations sur la façon dont ça fonctionne réellement, mais ça vous donne une idée de qu'est-ce qu'on leur demande de faire. Ces informations, elles sont typiquement réutilisées dans les updates qualité, ou ce qu'on a appelé ces dernières années les updates fantômes. Alors pourquoi fantômes? Parce que, comme celle de mai, on détecte que quelque chose a chamboulé les résultats. On ne sait pas exactement ce que c'est parce que Google ne confirme pas officiellement le changement.
Donc, ce n'est pas un changement du cœur de l'algorithme, donc il n'y a pas d'évolution de la manière dont Google calcule son score de pertinence. Par contre, c'est probablement, probablement des mises à jour importantes des scores de qualité qui produisent ces effets-là. Alors, c'est le cas de Medic, hein, qui visiblement répliquait aussi de nouveaux critères qui avaient été proposés dans le guide des collaborateurs qui était sorti 2 mois avant. Et même chose pour les core updates, on voit souvent que quand on arrive à identifier des patterns sur les sites impactés, les sites qui sont impactés par une core update, celle de décembre par exemple, étaient souvent des sites qui ont des problèmes de qualité sur des critères qui venaient d'être ajoutés dans le guide des quality raters qui était sorti au mois de novembre. Donc ça, c'est une réalité auquel il faut faire attention. Donc dès que vous voyez un nouveau guide des quality raters sortir, n'hésitez pas à aller regarder parmi les nouveautés si votre site n'est pas concerné, de manière à pouvoir prendre les mesures nécessaires avant de vous faire attraper par la prochaine core update. Donc, il y a aussi un sujet sur lequel la machine learning est très très présent, c'est la détection du link spam. Donc là, cette information date d'avant-hier. On a eu un podcast de Google dans lequel un membre de la qualité, de l'équipe de qualité de recherche qui s'appelle Dewey, a été interrogé. Il a expliqué clairement que aujourd'hui, le machine learning, notamment dans son mode semi-supervisé, servait clairement pour détecter automatiquement tout ce qui était link spam et pour l'éliminer. Donc là, une évolution aujourd'hui, il y a de moins en moins de pénalités manuelles infligées et de plus en plus de cas dans lesquels Google annule l'effet du link spam automatiquement grâce à ce genre d'algorithme. Bon, alors ça c'était vrai au début. Donc là, on voit que dès les années 2010, 2011, 2012, il y a eu beaucoup de machine learning qui a été embarqué pour fabriquer des choses qui sont aujourd'hui intégrées dans l'algorithme de classement du moteur de recherche. Par contre, il n'y avait pas vraiment de modification structurelle de la façon dont la pertinence était évaluée. Heureusement, on a eu des nouveaux modèles de langue qui ont été inventés, beaucoup plus performants, avec notamment en 2013, Sergei Nikolov qui a inventé le Word Embeddings chez Google. C'est sorti de chez Google. Et l'idée, c'était d'utiliser un réseau de neurones pour calculer directement les coordonnées de chaque terme. C'est une méthode qui est beaucoup plus efficace que les méthodes testées jusqu'ici, et avec un système qui donne directement des coordonnées dans un espace sémantique à des dimensions réduites. Enfin, c'est quand même un espace à 100 ou 300 dimensions classiquement. Et donc là, les deux progrès, c'est que chaque terme est analysé en tenant compte des termes qui l'entourent. Donc là, ça veut dire qu'on va commencer à avoir une compréhension du texte qui permet des manipulations autour de la notion de sens. Alors, ça ne veut pas dire que le système comprend le sens des termes, hein, mais en fait, on est quand même sur des informations qui sont liées au sens du terme. Et ça donne des résultats assez amusants, avec des propriétés des vecteurs qui sont générés par ça, qui sont réutilisables. Donc on a par exemple un phénomène, c'est que les distances entre les coordonnées des termes et l'orientation des vecteurs qui les relient sont liées justement à des relations sémantiques. Donc on voit que par exemple, pour passer du masculin au féminin, on a toujours un déplacement de coordonnées qui est toujours le même. Donc même chose pour les relations entre les capitales et les pays. Donc ça veut dire qu'on peut obtenir par exemple les coordonnées d'une capitale en faisant un petit peu d'arithmétique sur des vecteurs. Donc par exemple, pour arriver à trouver que Moscou est la capitale de la Russie, il suffit de faire
vecteur Canada plus vecteur Ottawa moins vecteur Russie égale les coordonnées de Moscou. Bien, alors ça a été mis en application dans Google Translate dans un premier temps, et puis seulement en 2015 dans RankBrain, mais qui était juste une toute petite implémentation très limitée, qui permettait de faire en fait des extensions de requêtes sur les termes qui étaient tapés. Donc si jamais quelqu'un tapait une requête qui était nouvelle pour Google, je rappelle que entre 40% et 50% des requêtes sur les moteurs de recherche effectuées chaque jour sont nouvelles. Ça veut dire que s'il faut, par exemple, essayer de déterminer quel type de page il faut renvoyer sur une requête donnée, il y a des fois, Google ne sait pas le faire. Et donc, ça peut être intéressant de se dire, OK, si je tape un terme et que grâce au Word Embeddings, je suis capable de trouver des termes proches et qu'un terme proche est par contre un terme que je connais déjà et qui me permet de savoir quel type de page de résultat je dois renvoyer, ça me permet de détecter l'intention de requête sur des requêtes inconnues. Donc c'était RankBrain, mais on est sur une implémentation extrêmement limitée de ce nouveau modèle de langue dans l'algorithme de classement. Bon, alors, mais Google a continué à travailler. Donc, c'est un modèle qui a été vite dépassé. Et donc, en 2018, Google a sorti BERT, qui est un modèle qui est assez similaire dans l'esprit. Par contre, techniquement, il est bien meilleur. Donc, d'abord, il est bidirectionnel, c'est-à-dire qu'on analyse aussi bien la probabilité pour qu'un terme soit précédé par un terme, qu'un terme soit suivi par un autre terme, parce qu'on analyse les fenêtres de texte dans les deux sens, en avançant et en reculant. Ça donne des meilleures performances en désambiguïsation, et on a derrière un modèle qui est beaucoup plus riche en paramètres, avec cette fois-ci une véritable possibilité d'intégration dans un algorithme de classement. Et Google s'en est pas privé, puisque en 2019, on a vu apparaître les premières implémentations liées à BERT dans l'algorithme de recherche. Donc là, ça sert typiquement lorsqu'on a une requête qui est une requête rédigée en langage naturel ou pour laquelle on a beaucoup de contexte, d'arriver à savoir quelles sont les pages qui sont pertinentes et quelles sont celles qui ne le sont pas, notamment quand il y a des ambiguïtés. Donc là, on voit qu'avant, on pouvait avoir sur la requête qui est ici, des pages qui sortaient, qui n'étaient pas forcément pertinentes. Là, aujourd'hui, on est censé avoir quelque chose qui est mieux choisi. Donc là, c'était un autre exemple de requête qui avant aboutissait à des réponses complètement idiotes, parce que pas du tout pertinentes. Et donc après, de la mise en place de BERT, on a enfin la possibilité pour certaines requêtes d'avoir une page qui est pertinente. Le problème ici, c'est la bonne interprétation de la négation. Donc là, si vous avez dans la requête une négation, une double négation, l'ancien algorithme était strictement incapable de fournir une réponse pertinente. Avec l'injection de BERT, ça fonctionne. Donc un autre exemple encore, avec ici la notion de for adults. Avant, c'était quand même capable de sortir des livres de maths pour enfants, et là maintenant, on a enfin dans ce type de requête une bonne sélection de pages pertinentes. Alors BERT, il y a énormément d'avatars aujourd'hui de l'algorithme. On a parlé de Smith, mais il y a des BERT pour la langue française, il y a un foisonnement total. BERT est implémenté dans Bing, pour information. Ça a beau avoir été inventé par Google, c'est quelque chose qui a été publié via des outils basés sur BERT open source. Donc tout le monde s'en est donné à cœur joie. On a parlé de Smith récemment. Bon, sachez que en fait, c'est pas quelque chose qui est typiquement utilisé dans l'algorithme. Alors, est-ce que BERT a un rôle important dans l'algorithme de classement? Il a un rôle très limité. Donc, c'est visible, son impact est visible uniquement sur des requêtes riches en contexte,
ou formulées en langage naturel, ou dans le cas de scénarios conversationnels, parce que sinon, c'est le vieil algo à base de similarité avec le sinus qui répond parce qu'il est tout à fait capable de faire le job. Donc, c'est plus simple et c'est aussi efficace. Donc, en fait, on peut considérer aujourd'hui qu'il y a une minorité de requêtes qui est influencée par l'intégration de BERT. Donc, il faut ces deux conditions, une requête riche en contexte, donc quelle que soit l'origine de ce contexte, parce que c'est formulé en langage naturel, parce que c'est fait sur un smartphone et qu'il y a de l'information supplémentaire qui est accessible pour le moteur de recherche grâce au smartphone. Mais en dehors de ces cas-là, si vous tapez juste un mot-clé, sachez qu'il y a de fortes chances que l'intégralité des résultats soit en réalité poussée par le vieil algo. Alors, depuis quelques mois, on a une nouveauté qui est intégrée, c'est le page ranking, c'est-à-dire la possibilité d'analyser une page web passage par passage, paragraphe par paragraphe. Alors, ce n'est pas exactement des paragraphes, hein, c'est une notion de fenêtre à l'intérieur de la page, donc c'est beaucoup plus flexible que ça. Mais ça veut dire que si vous avez par exemple une page FAQ, avant, ça pouvait avoir du sens de faire une page question-réponse séparée pour chaque question et chaque réponse, rassemblée dans une page FAQ, pour créer une espèce de rubrique FAQ, pour avoir tout le bénéfice SEO d'une FAQ. Aujourd'hui, donc ça devient un peu moins important, puisqu'on a cette continuité de passage ranking qui est basée sur BERT et qui permet de faire remonter la page, même si un tout petit paragraphe contient la réponse à la question qui est posée par l'internaute. Alors là encore, les tests ont démontré que dans beaucoup de cas, le passage ranking influence peu les classements, notamment sur des requêtes qui ne sont pas des requêtes avec un fort contexte. Donc là, on me demande si BERT serait plus sensible pour la recherche vocale. Oui, tout à fait. Donc en fait, le passage de ces nouveaux modèles de langue est poussé, je dirais, par la présence d'un plus grand nombre de requêtes chaque mois, faites en langage naturel, via la recherche vocale. Et pour arriver à trouver les pages les plus pertinentes, eh bien, ces nouveaux modèles de langue et ces nouvelles couches de l'algo sont plus adaptés que l'ancienne. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a bien une corrélation entre le développement de la recherche vocale et la nécessité pour Google d'ajouter des couches plus sophistiquées dans son algorithme de classement. Alors, il n'y a pas que Google qui travaille sur le sujet, hein. Il y a beaucoup de gens qui font des projets concurrents. Je pourrais citer SwitchC, GPT-3 d'OpenAI, Turing NLG, c'est le projet de Microsoft. Leur grand point commun, c'est qu'à chaque fois, on a des modèles qui sont préentraînés sur des quantités phénoménales de données et avec un grand nombre de paramètres. Donc, c'est une course à la puissance. Qui a parfois pas beaucoup de sens parce que effectivement c'est pas la solution ultime. On va sans doute connaître d'ici quelques années une deuxième famille d'algorithmes de ce type qui vont être basés sur des modèles beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus intelligents, qui permettront d'avoir des résultats excellents, mais avec des bases beaucoup plus réduites, et qui sont plus faciles à manipuler. Donc là, dans cette droite ligne, Google a annoncé fort récemment MUM, donc un modèle de langue multimodal, qui est plus limité que GPT-3 et tout ce dont je viens de parler. La particularité, c'est que par rapport à BERT, il est préentraîné sur plusieurs types d'actifs numériques, donc non seulement sur des textes, mais sur des pages web complètes, sur des images également, et peut-être demain sur des vidéos. Donc ça, c'est pas encore testé. Google a présenté au dernier Google I.O. comme un outil qui va être 1000 fois plus puissant que BERT,
Il est par contre toujours au stade expérimental. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont commenté en disant « Oula, ça va dérouler demain dans l'algorithme ». Pour l'instant, le seul test qui a été fait, c'est sur un proof of concept, une petite expérience pour arriver à identifier toutes les variantes des noms de vaccins sur les vaccins Covid pour arriver à encore une fois, provoquer l'apparition de ces pages spéciales sur la vaccination Covid que l'on a aujourd'hui dans Google. Donc voilà. Alors, MEM va servir à quoi? Vous avez un exemple en action sous les yeux. C'est une meilleure compréhension du sens de la question et qui permet de générer directement une meilleure réponse. Donc là, ces modèles comme GPT-3 ou MEM sont des outils où en fait la compréhension de langage naturel fait un bond qualitatif, un vrai saut quantique, mais surtout on a carrément la possibilité de manipuler des informations à un niveau tel que ça va être possible de générer automatiquement une réponse à la question. Donc là, c'est des conseils. Alors comment c'est fait? Tout simplement, le système voit ce qui apparaît comme conseil dans pas mal de sites et est capable de composer sa propre réponse sur la question qui a été posée. Alors, pour conclure, est-ce que l'IA peut révolutionner le search en quelques années? Alors, c'est clair que le machine learning et l'IA envahit tout. Et Google, qui se veut une entreprise AI first, est clairement en pointe sur le sujet. Par contre, il faut être conscient que pendant très très longtemps, il y a eu peu d'intelligence artificielle dans l'algorithme de classement et qu'encore aujourd'hui, la présence de l'IA est quand même marginale dans l'algorithme de classement de Google. L'essentiel des implémentations qu'on trouve, c'est du machine learning semi-supervisé pour détecter tout ce qui est link spam, web spam ou des problèmes de qualité. Par contre, on est dans une période où la montée en puissance des modèles de langue préentraînés est en train de vraiment tout changer, avec une accélération des progrès dans ce domaine. Les Word Embeddings datent de 2013, l'intégration dans Google, c'est HandBrain en 2015, BERT a été inventé en 2018, a été implémenté en 2019, d'autres implémentations en 2020. MEM, c'est donc 2021, et avec une concurrence de plus en plus vive aussi sur ces sujets, qui peut conduire à une évolution rapide. Mais pour le moment, on peut dire que l'emploi de ces modèles de langue en algorithme de classement est encore très limité. Par contre, vu la rapidité des progrès, honnêtement, méfiez-vous, ça risque de révolutionner la façon de faire du SEO en quelques années. Et ça veut dire que on va avoir une décroissance de l'impact des optimisations on-page à l'ancienne, qu'on sera plus du tout dans une période où raisonner par rapport à la notion de mots-clés va continuer à avoir du sens, on aura de moins en moins. Alors ça c'est vrai pour Google Ads, c'est vrai pour le SEO également, et que je dirais le SEO va consister essentiellement demain à créer une page qui soit la meilleure réponse possible à la question d'un internaute avant tout. Donc voilà, écoutez, je vous remercie. Alors j'avais eu une question sur les cookies et la CNIL. Alors, est-ce qu'il faut continuer à traquer les données comportementales avec un bouton ou un autre élément d'une page? Alors en fait, déjà, je vais rectifier une chose que je vois souvent mal interprétée. Le support par les cookies n'est pas forcément complètement impossible lorsqu'on fait simplement du tracking de type Web Analytics. Ce qui pose problème, c'est la conservation des données personnelles. Donc vous avez le droit d'utiliser des cookies qui vont juste être capables de compter des visites, des sessions, etc. Ce qu'il ne faut pas, c'est conserver des données personnelles. Donc, par exemple, si votre outil est capable de récupérer des IP,
eh bien, il faudra anonymiser au moins 2 octets de l'adresse IP pour être donc compatible avec ce que la CNIL autorise. Donc ça, c'est un premier sujet. Donc, est-ce que les données sont changées par rapport à des tracking comportementaux? Bah, c'est la même façon. Ça peut se faire donc, via des cookies. Et tant que vous ne conservez pas de données personnelles, vous pouvez être tout à fait dans la règle. Et ensuite, évidemment, il y a une notion de consentement. Donc, voilà. Donc, mais on n'a pas besoin de consentement pour faire juste un tracking de type des comptes de session, etc. Donc, c'est un élément important à garder en tête.